A priori, en matière de science, les hommes découvrent plus de trucs que les femmes. Bonjour et bienvenue sur A priori. Parlons de l'effet Mathieu, ou plus exactement de l'effet Mathilda. Si, maintenant, je mentionne Margaret Rossiter ou Marc Gauthier, entre nous, ces noms de femmes ne vous évoquent pas grand-chose. Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et je suis le premier dans ce cas. Il m'aura fallu préparer cette vidéo pour que je connaisse ces noms. Installez-vous confortablement, servez-vous une boisson tranquille, je vous raconte. Au début des années 80, une femme états-unienne, professeure d'histoire, ou plus exactement professeure d'histoire des sciences à l'université Cornell. Alors attention, je parle de celle dans la ville d'Ithaca, dans l'état de New York, parce qu'il y a aussi un campus dans la ville de New York et un troisième au Qatar. Cette université a accueilli quelques noms célèbres, tels que Vladimir Nabokov, l'auteur de Lolita, Richard Feynman, lauréat du prix Nobel de physique en 1965, Hubert Reeves, le physicien et vulgarisateur scientifique canadien, et encore Christopher Reeves, célèbre pour son rôle de Superman. Pour résumer, Cornell, c'est 59 lauréats du prix Nobel, une médaille Fields, 18 prix Pulitzer, 5 chefs d'État, 27 médailles olympiques, 8 astronautes de la NASA et enfin 14 milliardaires, donc qui ont un lien avec l'université en tant qu'étudiants ou professeurs. Tout ça pour vous dire que c'est pas la crèche à Kiki. Cette dame, donc, est professeure dans l'une des 15 meilleures universités du monde. Et accessoirement, oui, elle est directrice de la revue ISIS, une publication scientifique de renom éditée par l'université de Chicago. Autant dire qu'elle compte dans le paysage académique et scientifique. Elle théorise donc l'effet Mathilda. Les femmes scientifiques reçoivent moins de récompenses ou moins de reconnaissance pour leurs recherches que leurs homologues masculins. Une façon polie de dire que les collègues masculins ont une forte tendance à voler les études de leurs collègues féminines. Cependant, dans les années 60, un sociologue du nom de Robert King Merton avait théorisé sur l'effet Mathieu. Des personnes, hommes ou femmes, qui contribuent au succès de certaines recherches et qui sont totalement oubliées. Notre Margaret Rossiter a approfondi cette théorie, mais en se concentrant davantage sur l'aspect féminin. Robert King Merton l'avait nommé l'effet Mathieu en référence à un verset de l'Évangile, selon Matthieu, « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » En matière de science ou de découverte, si certains hommes sont oubliés, d'ailleurs, tiens, qui se souvient de l'homme qui a inventé les essuie-glaces? Personne. Tiens, on en reparle à la fin. Revenons à notre histoire. Les cas se multiplient lorsque cela concerne les femmes. Et pourquoi l'effet Mathilda? Peut-être parce que le féminin de Mathieu serait Mathilda. Non, il n'y a pas de masculin à Mathilda. À moins que ce ne soit parce que la signification du nom germanique se compose de mat, qui veut dire force, puissance, et de hild, qui veut dire combat, la puissance au combat. Non, la vraie origine fait référence à Matilda Joslyn Gage, une militante féministe qui, à la fin du 19e siècle, avait remarqué qu'une minorité d'hommes avait la fâcheuse habitude de s'approprier la pensée intellectuelle des femmes. Prenons des cas concrets et plongeons maintenant dans la vie extraordinaire de Jocelyn Bell Burnell. Née en Irlande du Nord en 1943, alors elle a montré dès son plus jeune âge un intérêt passionné pour l'astronomie. En 1967, alors qu'elle était étudiante en astrophysique à l'université de Cambridge, elle a identifié le premier pulsar. Voilà. Cette découverte révolutionnaire aura des implications majeures pour la compréhension de l'univers. Cependant, lors de l'attribution du prix Nobel en 1974 pour la découverte des pulsars, devinez à qui on a remis le prix? Et oui, la reconnaissance est allée à ses superviseurs, Anthony Hewish et Martin Ryle, laissant Jocelyn dans l'ombre. Certains vous diront
qu'elle fut écartée du fait de son simple statut d'étudiante à l'époque, mais on ne peut s'empêcher de penser que son genre a aussi participé à son éviction, de sa découverte. Malgré cela, je vous rassure, Jocelyn Bell Burnell a continué de contribuer de manière significative à l'astronomie. Elle est d'ailleurs actuellement professeure émérite d'astronomie à l'université d'Oxford et a joué un rôle crucial dans le développement de l'Observatoire européen austral. Et d'ailleurs, je vous laisse savourer un extrait d'interview qu'elle a donné pour UPS Space à l'Observatoire de Toulouse, où elle se décrit, vous verrez, c'est d'une simplicité déconcertante au vu de ce qu'elle a offert à la science. Hein. Vous verrez, et vous pourrez retrouver l'intégralité de l'interview dans la barre de description. Jocelyn Bell Burnell. I'm a British and Irish astronomer or astrophysicist. And today I'm at the University of Oxford in England. My career in astronomy has been unusual because I have worked in many different places and at many different wavelengths. So I started doing a doctorate, a PhD, in the University of Cambridge in radio astronomy. And as part of that project, I accidentally discovered the stars that we now called pulsars. After that, I moved to the other end of the spectrum to gamma ray astronomy. Petite anecdote, Jocelyn Bell Burnell a déclaré avec humour lors d'une interview « Si vous voyez quelque chose d'étrange dans le ciel, ne supposez pas que c'est un ovni. C'est probablement simplement une partie de la science que vous ignorez. » Ouais, ça reste des vannes de scientifiques. Hein. Partons en France. Alors même si l'interview de Madame Bell se déroulait à Toulouse, parlons de la Française Marthe Gauthier. Cette dame a un petit truc en plus. Elle a juste découvert la trisomie 21. Elle a mis en évidence la présence d'un chromosome surnuméraire, un petit truc en plus. Eh bien, vous savez quoi ? Cette découverte a été attribuée à un homme, Jérôme Lejeune. Alors, oui, ils étaient toute une équipe sur le projet, mais c'est à elle que l'on doit cette découverte. Et attendez, non contents de la reléguer à un rôle secondaire, ils ont réussi à mal orthographier son nom sur l'article confirmant les résultats obtenus par l'équipe française en 1959. Sur l'article, elle se nomme Marthe Gaut. Une équipe de champions. Ce n'est qu'en 1994 que l'INSERM, ou plus exactement, le comité d'éthique reconnaîtra que dans, et je cite, que dans la découverte du chromosome surnuméraire, blablabla, blablabla, la part de Jérôme Lejeune a peu de chances d'avoir été prépondérante. Encore une autre oubliée de la science ? Lise Meitner, l'un des plus célèbres ratés du comité Nobel, d'après le magazine Futura Science. Lise Meitner, remarquable physicienne restée dans l'ombre. Elle a découvert la fission nucléaire en 1938. Pour vous dire, à l'université de Humboldt à Berlin, elle se fait deux potes. Rien de bien dingue, Max Planck et Otto Hahn. Rien que ça. Et pour finir, avec cette université, il y a un bâtiment qui a été édifié, la maison Lise Meitner, département de physique, qui a été construit entre 2000 et 2003. Et pourquoi un département de physique a son nom ? Eh bien parce qu'elle participera à la course visant à réaliser un élément plus lourd que l'uranium en faisant absorber des neutrons par son noyau. L'ensemble de ces travaux contribueront à ce mouvement qui révélera la fission nucléaire. Toujours en 1938, elle quitte l'Allemagne. Bon, étant juive, la période n'est pas des plus paisibles. Elle part s'installer en Suède. Plus tard, on lui proposera de rejoindre le projet Manhattan. Proposition qui se fera par le président Franklin Roosevelt en personne. Proposition qu'elle refusera, sachant les tenants et aboutissants du projet. Par 3 fois. 3 fois, elle sera pressentie pour le prix Nobel, mais sans jamais décrocher cette récompense. En 1944, le prix Nobel de chimie sera attribué à son ami Otto Hahn. Lise Meitner est l'un des cas flagrants de découvreuses scientifiques oubliées de l'histoire. Et vous savez, tout à l'heure, je vous ai demandé qui se souvenait de l'homme qui avait inventé les essuie-glaces. Eh bien, c'est une femme, Mary Anderson. Et oui, en novembre 1903,
elle a obtenu un brevet pour un dispositif automatique de nettoyage de vitres de voiture contrôlé de l'intérieur du véhicule. Les essuie-glaces. Comme quoi, il n'y avait qu'une bonne femme pour penser à un truc pour faire les carreaux sur une bagnole. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé le premier épisode de la chaîne A Priori. Merci d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner surtout. Et je vous dis à très très vite. Bye bye.